et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant que l'émission ne commence, j'ai quelques informations à vous donner et je vais commencer avec une belle information qui nous vient de la SEO, la Société économique de l'Ontario. Depuis un bon bout de temps, ils ont commencé à travailler sur des webinaires qui sont super intéressants et appréciés de la communauté. Le troisième, je devrais dire, il s'en vient pour le mercredi 22 avril à 13h30 et le thème pour ce webinaire c'est naviguer à travers la crise. Alors vous êtes invité à rejoindre la Société économique de l'Ontario à travers leur webinaire hebdomadaire. Ainsi donc pour ce mercredi 22, vous pourrez profiter des compétences et des personnalités de tous les experts et conseillers en employabilité, en entrepreneuriat et en immigration. C'est clair qu'il y aura des informations riches et d'actualité pour favoriser la résilience de tous pendant la période inédite que nous vivons actuellement. Et donc, la Société économique de l'Ontario vous donne rendez-vous pour le mercredi 22 avril sous le thème, pour leur webinaire, bien évidemment, sous le thème « Naviguer à travers la crise ». Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez leur écrire à info@seo-ont.ca. Je parle de leur webinaire à la Société économique de l'Ontario. Il y a un deuxième pour cette semaine qui s'en vient et il s'en vient pour le vendredi 24 avril, toujours à 13h30. Et le thème pour ce webinaire de ce vendredi, c'est les tendances du marché du travail en Ontario. C'est clair qu'on est en temps de crise, mais le marché du travail continue de bouger et la Société économique de l'Ontario est bien placée pour vous donner des informations d'actualité. Fait que si vous êtes intéressé à participer à ce webinaire-là, il vous invite toujours à leur écrire un petit courriel à info@seo-ont.ca pour prendre votre place et pouvoir préparer tout ce que vous auriez à préparer avant le webinaire. La deuxième information que je vais vous donner, c'est une bonne information aussi pour moi parce que la croisée des mots organisée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français ne s'est pas arrêtée. Ça continue de manière virtuelle. Ils ont commencé leur première croisée des mots virtuelle la semaine passée avec Daniel Vallée. Apparemment, ça a bien été accueilli. Il y a une deuxième qui s'en vient avec un auteur, une auteure même, je devrais dire, qu'on connaît ici entre nous. C'est Véronique Sylvain des éditions David. Depuis un bon bout de temps, elle a écrit un recueil de poésie intitulé Premier quart. Alors, l'Association des auteurs et des auteurs et auteurs de l'Ontario français et leurs partenaires vous invitent à la deuxième édition de la croisée des mots virtuels ce mardi 21 avril, donc demain, à partir de 17h30 pour rencontrer Véronique Sylvain, une femme extraordinaire qui a beaucoup d'amour en elle. Donc, j'imagine un peu qu'est-ce qu'elle a pu transmettre dans Premier quart. Vous aurez l'occasion de discuter avec elle, de lui poser des questions sur son parcours, de lui poser des questions sur comment elle a écrit tout ça. C'est assez intime et vous savez que sur l'application Zoom, il n'y a que 100 personnes qui peuvent participer à toute activité qui est offerte. Donc, vous êtes invité à visiter le www.aaof.ca pour avoir plus de renseignements déjà et après pour vous inscrire aussi parce que je sais que sur le site web, il y a un courriel qui vous est donné où est-ce que vous pouvez vous inscrire pour participer à la croisée des mots virtuels pour la deuxième épisode pour demain à partir de 17h30. Donc, n'oubliez pas, visitez leur site web www.aaof.ca. Une autre information qui nous vient de le comité de la capitale nationale, c'est la fermeture de la promenade de la Reine Élisabeth qui est ouverte seulement à partir depuis un bon bout de temps, entre 8h et 20h tous les jours. Et pour offrir aux résidents qui vivent là où la densité de la population est plus grande, ils ont décidé de laisser ça ouvert pour un bon bout de temps, mais pas pour beaucoup. Vérifiez les horaires avant de vous y rendre. Donc, vous pouvez visiter leur site web www.ncc-.
ccn.ca pour avoir plus d'informations sur les heures d'ouverture. Je vais faire une dernière information sur laquelle je vais revenir à la fin de l'émission. Le RGA aussi continue de vous offrir des forums. Il y a des forums qui s'en viennent pour demain et aussi pour la semaine, dans le courant de la semaine. Vous devez vous inscrire obligatoirement, excusez-moi, au www.rga.ca. Donc, si vous êtes intéressé par le forum, je vous inviterai à visiter ce site web-là. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent avec le RGA. Vous savez que vous sont là pour les entrepreneurs. Alors, n'oubliez pas de visiter leur site web www.rga.ca. Aujourd'hui à l'émission, avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale, nous allons parler des dépendances en ce moment de crise, comment y faire face. On a notre physiothérapeute Arthur Coinco qui a été lui aussi appelé à se réinventer dans son travail. Il va nous donner des informations sur cette nouvelle procédure. Et juste après la pause, on va parler avec le conseiller municipal d'Alta Vista, M. Jean Coultier. Avec lui, on va parler de qu'est-ce qu'il fait pour la population, comment il fait pour rester connecté avec ces gens. Alors tout ça, ça sera durant la prochaine heure. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour, je suis Claude Andrea Boni, animatrice de l'émission Entre nous. J'aimerais prendre ce moment pour remercier nos bénévoles à TV Rogers, mais aussi tous les bénévoles de la communauté tout entière, surtout en ce moment de crise que nous vivons. Vous êtes très précieux pour nous et votre aide est super importante. Merci. À l'émission Court-Circuit, on découvre le projet Vache, un théâtre musical de création in vivo à découvrir absolument. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous parlons maintenant avec M. Jean Cloutier, conseiller municipal d'Alta Vista. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous travaillez en ce moment de crise? Bon matin et merci. C'est un plaisir de pouvoir jaser avec vous. Comme plusieurs autres entreprises ou agences gouvernementales, moi, je travaille de la maison. Je suis en communication avec mon équipe via un logiciel qu'on a à la ville d'Ottawa qui s'appelle Teams. On peut faire des conférences vidéo et des appels téléphoniques assez facilement, assez rapidement pour pouvoir travailler ensemble pour aider les résidents d'Alta Vista avec les besoins pendant cette période d'incertitude au sujet de la COVID-19 et pour les dossiers réguliers. Il y a toujours la condition des routes et tout qui pourrait préoccuper certains résidents et on peut les assister avec ça. C'est quoi les priorités actuellement quand vous faites vos rencontres? C'est quoi que vous voulez mettre en avant toute chose? Bien, pour COVID-19, je travaille de très près avec John Fraser, qui est le député provincial, David McGuinty, le député fédéral pour la circonscription d'Ottawa-Sud, et on coordonne, on collabore pour s'assurer que qu'on puisse répondre aux besoins des gens d'Alta Vista. Et ces besoins-là, pour COVID-19, sont s'assurer qu'on puisse rejoindre les gens qui ne sont pas d'habitude en communication avec nous.
assister les gens avec les besoins fondamentaux comme la nourriture, aussi un manque de une nourriture essentielle. Assister les personnes âgées qui pourraient se sentir isolées et vulnérables, pouvoir supporter les familles, question d'éducation et de garderie, s'assurer que la capacité pour des services communautaires, tels des banques alimentaires et tout, qu'ils puissent continuer à faire leur travail important. La santé mentale, évidemment, on veut que les gens aient les ressources et les services pour pouvoir parvenir à ces besoins-là. Appuyer et supporter les bénévoles qui travaillent en temps normal d'une façon extraordinaire, mais surtout à ce temps-ci, pendant la COVID-19, et pouvoir supporter et assister les gens qui travaillent en première ligne, que ce soit des policiers, des pompiers, les paramédics, les gens qui travaillent dans la santé publique, les gens qui travaillent au transport en commun. Ce sont tous des résidents et tous ces gens-là ont des besoins particuliers à ce moment-ci. On veut les assister pour qu'on puisse s'assurer qu'ils aient les ressources, les services pour qu'ils puissent faire leur travail important. Quand vous parlez de ressources et de services, je me dis carrément que ça prend des partenaires parce que vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous avez mentionné la santé mentale, les banques alimentaires et plein d'autres affaires. Là, ça vous prend des partenaires. Est-ce que vous en avez suffisamment pour desservir la population d'Alta-Vista? Les gens, la Ville a mis sur pied en anglais, un Human Needs Task Force, j'ai pas le terme en français dans la tête, pour qu'on puisse coordonner, collaborer avec ces ressources-là. Oui, en temps normal, les ressources sont là, sont disponibles, banques alimentaires et autres, associations communautaires, mais pendant cette période du COVID-19, il y a des besoins accrus, il y a des besoins un peu différents qu'en temps normal, et on ajuste, on collabore, on s'adapte, on est flexible à la Ville et à la province et au gouvernement fédéral. Question d'appui aux petites entreprises et aux employés des petites entreprises, des employés qui se trouvent sans emploi à ce moment-ci, pour qu'on puisse s'assurer que la relance économique, quand elle va venir, sera bien faite, que les gens vont pouvoir reprendre leurs emplois et pour qu'on puisse parvenir aux besoins, comme j'ai dit, les besoins fondamentaux que les gens ont à ce moment-ci. Et je me demande si, parce que moi j'habite dans la circonscription d'Alta-Vista, et moi je me demande, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faut que vous essayiez de rejoindre le plus de monde possible, surtout ceux qui ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir accès à vous. Est-ce qu'à cette heure-là, il y a des familles qui vous contactent, qui vous parlent de leurs préoccupations, et comment vous faites pour pouvoir rejoindre maintenant ceux que vous n'avez pas pu rejoindre depuis le début? Vous avez absolument raison. Oui, il y a des familles qui communiquent avec nous et on peut les diriger ou les appuyer pour qu'ils aient les ressources qu'ils ont besoin. Mais vous avez absolument raison que la préoccupation est pour les gens qui ne communiquent pas avec nous, qui ne savent pas que les ressources, que les services sont là, sont disponibles. Et donc, moi, je laisse des dépliants porte à porte dans le quartier pour que je puisse aviser les ressources qui sont disponibles, que ce soit santé publique, le centre de santé communautaire du sud-est d'Ottawa, le centre de détresse, la banque d'alimentation, la popote roulante et tous ces autres services et ressources qui sont disponibles pour les gens qui auraient besoin et pour encourager, pour demander les gens, numéro 1, si vous avez des besoins, communiquez avec nous. Numéro 2, si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, n'hésitez pas de les encourager de communiquer avec nous, que ce soit notre bureau, le bureau de John Fraser ou de David McGuinty, peu importe, parce qu'on travaille tous ensemble pour qu'on puisse, encore une fois, s'assurer que les gens qui sont dans une situation difficile puissent avoir des services qu'ils ont besoin.
Monsieur Cloutier, contredisez moi si je suis en train de me tromper là, mais j'habite ici depuis, on va dire, 3 ans et demi, et je me rends compte de plus en plus que la communauté d'Alta Vista est vraiment une communauté qui s'entraide beaucoup. Maintenant, en ce moment de crise, là, on nous demande de rester à la maison. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour continuer de s'entraider, d'apporter un peu de soutien à ceux qui sont peut-être, par exemple, des personnes âgées, au moins pour garder cet esprit d'entraide là qu'on a toujours eu? On encourage les gens de communiquer avec leurs voisins, que ce soit par téléphone ou par simplement envoyer la main ou pouvoir parler tout en respectant la distanciation physique qui est nécessaire à ce moment-ci. On encourage les gens. On est en communication régulière aussi avec les associations communautaires. Il y en a 7 dans Alta Vista et j'ai eu des appels conférences avec les présidents ou les représentants de ces associations communautaires-là pour les encourager, pour les demander, leur conseil, leur appui pour qu'on puisse, comme vous avez bien dit, s'assurer que les gens qui sont dans le besoin et qui peut-être ne savent pas que les ressources sont disponibles pour qu'ils puissent communiquer et parvenir à avoir les ressources qu'ils ont besoin. Il faudrait qu'on mentionne aussi que chez nous, à Alta Vista, on a quand même de beaux espaces verts et j'ai bien aimé quand je suis allée visiter votre site web. Oui, pour ceux qui n'arrivent vraiment plus à supporter de rester à la maison, pas que vous leur autorisez, mais vous leur donnez des mesures pour pouvoir sortir de chez eux en sécurité, peut-être prendre une marche dans nos beaux espaces verts de 20 minutes, là, et puis au moins, on se sent bien, là. On est bien chanceux dans notre quartier parce que, oui, les rues sont pas trop achalandées. C'est pas comme le centre-ville. Il y a énormément de verdure et d'espaces verts et beaucoup de beaux arbres sur plusieurs rues dans notre quartier. Vous avez raison. Je fais de la bicyclette, je prends mes marches un peu partout dans le quartier. Et vous avez raison qu'on est choyé ici à Alta Vista. Et j'encourage les gens de prendre des marches. C'est absolument permis de sortir, c'est absolument permis et encouragé de se balader dans les rues. On ne peut pas avoir des rencontres avec nos voisins, c'est malheureux. On ne peut pas se rencontrer à plus que 5 personnes, mais ça n'empêche pas qu'on encourage les gens de sortir et de prendre un peu de soleil, un peu d'air frais. Au nom de toute la communauté d'Alta Vista, moi, je me permets de vous dire merci pour votre beau travail, M. Cloutier. Bonne journée. Vous êtes bien gentil. Merci bien. Et moi aussi, je vous souhaite une bonne journée et de rester en santé. Alors, pour vous, habitants d'Alta Vista, vous avez besoin d'informations, je vous inviterai à visiter le site web de M. Cloutier, Jean Cloutier, www.jeancloutier.com, et puis lui poser des questions si vous en avez. On parle maintenant avec notre physiothérapeute Arthur Coinco, qui lui aussi a été appelé à se réinventer par rapport à son travail. Bonjour Claude. Arthur, tu m'entends? Salut! Salut, ça va? Oui, alors je disais tantôt que toi, tu as été appelé à te réinventer aussi parce qu'habituellement, on vient à ta clinique pour avoir des soins, pour faire une évaluation, mais maintenant, tout a changé. Oui, c'est vrai, tout a changé à cause de ce virus qui est arrivé, mais les blessures et la guérison se continuent. Alors, il faut trouver une façon d'aider les gens, mais de notre façon. Alors, dis-moi, comment toi, tu as essayé de te remettre à niveau avec la crise? Je sais que tu travailles par vidéoconférence, mais comment tu as organisé tout ça? Ça, c'est une excellente question. Alors, le gros défi, c'est de trouver comment on peut continuer à faire les traitements. Comme tu as dit avant, normalement, les patients viennent à la clinique. J'ai fait mes évaluations. Ensuite, je trouve des façons à faire des traitements avec mes mains, utilisant des modalités et aussi de donner des exercices. Mais avec la physiothérapie virtuelle, les soins virtuels, on peut quand même faire des consultations avec les clients par vidéo.
On peut faire même des évaluations. On peut leur demander à faire quelques mouvements et aussi de demander des questions spécifiques juste pour assurer que qu'il n'y a pas de danger à faire des traitements, des consultations comme ça. Dis-moi, est-ce que c'est pas plus difficile de faire des évaluations par vidéoconférence? Parce que moi, je sais, tu as été en studio avec moi, tu étais obligé de toucher certaines parties pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne mieux. Maintenant, ça se fait par vidéoconférence. Est-ce que tu penses que tu as les réponses dont tu as besoin pour traiter le monde? Oui, au commencement, oui, c'était un peu difficile pour moi parce que normalement, j'aimerais toucher le corps. Mais l'éducation, c'est très important. Alors, si je te parle, je dis, OK, si tu presses sur cette partie de ton corps, est-ce que tu sens comme une douleur? Est-ce que ça sent mou, molle? Est-ce que c'est comme tendu? Alors, c'est très important de communiquer avec la personne juste et trouver des mots ou des sensations que eux peuvent comprendre et afin de choisir un diagnostic. Là, on peut faire des exercices spécifiques pour aider ces gens-là. Et puis, pour les patients qui travaillent avec toi au départ, qui avaient commencé un suivi, l'évaluation, les traitements, ça continue toujours, hein? Tu continues toujours de les avoir? Oui, c'est vrai. Oui, on continue. On choisit c'est quoi les priorités à court terme et aussi à long terme, parce que le but, en général, c'est de continuer le traitement dans la clinique. Mais si ça va durer comme des mois, il faut continuer à avoir ce contact, cette communication même 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Ça dépend du client et la sévérité de cette condition. Donc, l'évaluation que tu faisais quand tu étais à la clinique, oui. Je pense que tu dois en faire plus maintenant pour moi, parce que si tu dois suivre la personne de plus près et puis en plus par vidéoconférence, je me dis que ça doit prendre plus de séances. Oui, c'est vrai. Oui. Chaque fois qu'on voit cette personne virtuellement, on doit faire une évaluation parce que vous-même, vous restez chez vous. Et vous ne faites pas des choses régulièrement, vous restez assis, alors il y a beaucoup de problèmes qui peuvent arriver. Même les gens qui restent à la maison, qui travaillent à la maison, peut-être ils n'ont pas une bonne station ergonomique comme au bureau. C'est vrai, alors il faut réévaluer chaque fois. C'est ça que j'étais en train de passer pour les gens qui travaillent à la maison. Tu nous dis toujours de rester quand même droit comme ça, pour ne pas avoir mal au dos et tout et tout. Donc là, au moins, si on a des conseils de toi ou même si on a un peu mal, c'est clair qu'avec toi, on peut avoir quelques petites astuces là pour pouvoir se remettre à niveau. Alors, comme moi, je sens un petit bobo là et que j'ai envie de parler à un physiothérapeute. Je vais sur ton site web et qu'est-ce que je fais? Je prends une séance ou tu as des dates? Comment c'est organisé sur ton site web maintenant? Ça, c'est une bonne question aussi. Alors, si tu vas si tu cherches prophysiotherapy.com, tu vas avoir des informations sur nos services et exceptionnellement soins virtuels. Et après de faire ça, tu regardes les consignes et tu le suis. Il y a un numéro à appeler et nous avons des personnes qui peuvent aider aussi avec la technologie. Alors, j'ai trouvé que le gros défi de cette expérience, c'est la technologie pour moi et peut-être aussi pour les gens aussi. Ça dépend si des gens sont un peu plus âgés, ils n'ont pas accès à des différents ordinateurs. Mais cette expérience, tu peux faire sur ta cellulaire, ton ordinateur, ton iPad, ta tablette. Et nous avons cette équipe qui peut aider les gens à s'organiser pour avoir leur traitement de physiothérapie. Alors, c'est tout là sur notre site web. Alors, ça prend combien de temps, si je peux te demander maintenant, les consultations par vidéoconférence? Pour la première consultation, ça peut durer même 1 heure.
parce qu'il faut prendre l'histoire, faire des tests, trouver des buts comme ça et un plan de traitement. Et après ça, on donne des devoirs à faire, des exercices à faire chez vous. Et les autres traitements, ça va durer comme 30 minutes, à peu près, dépendant de la personne. Mais les exercices à faire à la maison, Excuse-moi. Les exercices à faire à la maison, tu nous en donnes toujours. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que tu venais en studio, il y a toujours des petites affaires là qu'on peut trouver facilement à la maison et puis faire nos exercices, comme par exemple le balai. Tout le monde a un balai à la maison. Oui. Donc, si tu devais nous donner des petits conseils par rapport aux petits exercices, là, comme j'étais avec moi aujourd'hui, je vais profiter. Oui, c'est sûr. Alors, tout le monde, j'espère, a un marteau. Avec le marteau, on peut faire des exercices comme ça pour l'avant-bras et le poignet. Ça, c'est excellent. Si vous avez comme... tout le monde a un sac de plastique. J'ai mon sac de Rogers avec moi. Et j'ai des pommes. Je vais mettre les pommes dans mon sac comme ça. Après avoir lavé les pommes, en tout cas. Il faut les laver d'abord avant de les utiliser. Oui, dans le sac comme ça. OK. Je peux faire comme ça, je peux faire des squats. Ouais, tu sais, je peux faire comme ça, des exercices comme ça. Alors, juste d'utiliser des affaires chez vous et juste d'être très créatif avec les exercices. Ça c'est bon pour avoir un peu de résistance si tu ne peux pas aller au gym. Moi, j'ai deux affaires dans ma tête. Je veux que tu m'aides avec ça. On a tous des boîtes de conserve. Il y en a même plus dans les différents supermarchés. Tout le monde a des boîtes de conserve. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec des boîtes. Des boîtes de conserve. Ben, tu peux le mettre des choses dedans. Tu peux lever comme ça. Tu dois juste être très créatif avec les exercices. Et j'aimerais continuer à venir faire des émissions avec toi pour montrer des exercices, plus des exercices. Alors, si vous avez plus de questions, tu peux garder pour la prochaine fois. C'est vrai, la prochaine fois, d'accord, tu me promets qu'on aura au moins le balai. J'aurai mon balai à côté de moi, là. Comme ça, on pourra essayer de faire des exercices. Des exercices comme Merci ça. Arthur, bonne journée. Toi aussi, merci beaucoup à toi. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin d'une consultation avec notre physiothérapeute, vous êtes invité à visiter son site web, www.prophysiothérapie.com pour prendre rendez-vous, pourquoi pas, virtuellement avec lui. Après la pause, on parle de dépendance avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Dania et dans nos notes, tu me partageais qu'à cause de la crise, il y a une hausse de l'augmentation, une hausse des consommations de certaines substances dont l'alcool et le cannabis. Oui, exactement. Dernièrement, j'ai eu vent d'un résultat d'un sondage que le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances ont publié sur leur site web, où ils ont sondé des gens qui sont évidemment à la maison pour voir quelle est leur consommation. Est-ce que ça a changé depuis qu'on est tous en confinement? Et pas étonnamment, parce qu'on est en période de stress, oui. Ce qu'ils ont rapporté, c'est que les gens âgés de 35 à 54 ans ont rapporté qu'ils consomment plus à raison de 25 % et les gens âgés de 18 ans à 34 ans, oui, ont augmenté leur consommation à raison de 21 %. Ceux qui sont âgés de 54 ans et plus, juste 10 %. Donc ça soutient la connaissance, la notion qu'on savait déjà qu'en période de stress, les gens consomment plus. Et puis maintenant, parce que c'est partout autour de nous, c'est pas étonnant qu'en effet, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque depuis les dernières semaines. Et puis, je dirais pas qu'il fallait s'y attendre, mais comme tu l'as dit, c'est ça, le stress, là, ça éveille l'esprit, ça me fait penser à plein de choses, on n'a rien à faire, on s'est dit, OK, je vais boire une petite bière, ensuite une deuxième, une troisième, et puis ainsi de suite. Puis là, on se perd, là. Oui, exactement. Alors, ce qui se passe, il y a plusieurs causes, plusieurs circonstances actuelles, évidemment, qui expliquent ceci. Notamment le fait que beaucoup de gens sont à la maison. Plusieurs ont perdu leur emploi ou que ce soit de façon temporaire ou permanente ou en tout cas vivent des réductions d'heures. Ils sont tous à la maison. C'est pas comme si on avait déjà vécu une pandémie, hein? Donc on n'a pas pu prédire comment s'y préparer. Alors, il y a beaucoup de personnes dont les personnes qui ont été sondées, ont dévoilé que l'ennui est en grande partie, une des circonstances qui fait en sorte qu'ils ont plus recours à l'alcool. Le fait aussi que maintenant, étant donné qu'ils passent la majorité de leur temps à la maison et que c'est là où les breuvages alcooliques sont, alors l'accessibilité est plus facile. Et là, je veux vraiment faire une mégarde par rapport aux enfants et aux adolescents qui sont eux aussi à la maison parce que les écoles sont fermées, les universités, les collèges aussi. Donc, juste, s'il vous plaît, assurez-vous que les breuvages alcooliques ne sont pas à leur portée. Ça affecte négativement le cerveau à un jeune âge. Et même chez les adolescents, jusqu'à l'âge de 24 ans, le cerveau continue à se développer. Et ce qu'on sait, c'est que lorsque les plus jeunes voient des gens de leur entourage consommer, ça peut influencer, ça peut installer un sentiment de familiarisation à l'accès à ces substances-là. Et chez les adolescents, ce qu'on sait, c'est que les amis qui consomment sont un facteur d'influence très puissant. Alors, juste gardez ça en tête. Je voulais souligner ceci. Ça, c'est tellement vrai qu'est-ce que tu es en train de dire là. Je n'avais pas vu ce côté-là où est-ce qu'on avait les enfants à la maison parce que si je vois mon père faire des affaires et puis que j'appelle mon ami, FaceTime, écoute, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, j'ai pris une bière à mon père. Bien, l'autre sera tenté aussi, s'il en a à la maison, de se cacher et puis d'en faire de même. Ça serait important aussi pour les parents d'avoir des discussions avec des enfants et puis pourquoi pas essayer de régulariser eux-mêmes leur consommation. Absolument, absolument. Évidemment, il faut faire, les enfants, les adolescents comme les adultes, il faut faire attention au taux de consommation. Il faut se surveiller. Puis, il faut être honnête aussi là-dedans parce qu'une fois qu'une accoutumance s'installe, et je ne dis pas que tout le monde va être automatiquement accoutumé, il y a des gens qui sont plus vulnérables à ça, soit au niveau génétique ou bien soit de par leur environnement. Ou leur niveau d'accessibilité, il faut surveiller notre taux de consommation. Ce n'est pas la même chose chez les hommes que chez les femmes et encore moins quand on parle des enfants ou des adolescents. Autre chose aussi qui a été rapportée, c'est le sentiment d'isolation.
le sentiment de solitude aussi qui porte les gens, qui pourrait porter certaines personnes à consommer. Puis aussi, au niveau des causes, faut réaliser que certains gens ont déjà des prédispositions, donc sont plus à risque de subir les effets négatifs de substances. Donc, je parle des personnes qui pourraient avoir des maladies chroniques, des maladies donc chroniques au niveau physique et aussi au niveau mental, qui pourraient devoir prendre des médicaments et parfois les substances agissent sur l'effet thérapeutique recherché des médicaments. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, comment tu penses que nous, on pourrait avoir, que ce soit pour nous-mêmes ou peut-être la personne avec qui on vit, commencer à déceler ce qu'on pourrait appeler les excès? Alors, ce qu'il faut, premièrement, c'est de prendre conscience de notre situation. OK? Certaines personnes ont perdu leur système de soutien, de support, soit au niveau social, familial. Il n'y a plus de garderie maintenant. La parenté, on s'éloigne, on communique plus de façon virtuelle. Les grands-parents, probablement, sont moins autour des jeunes enfants si la situation familiale l'exige. Donc, il faut reconnaître le genre de stress qui nous affecte. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut surveiller les effets que la consommation, la surconsommation de substances a en nous. Soit au niveau, comme tu l'as mentionné, au niveau de nos sentiments, au niveau de nos comportements aussi. Parce que certaines gens qui vivent des difficultés avec une surconsommation vont peut-être négliger leurs responsabilités, leurs obligations, soit familiales, sociales ou occupationnelles, si les gens continuent à travailler. Aussi, le phénomène qui est inclus aussi dans tout ça, c'est que souvent, la socialisation, rencontrer des amis, faire des soupers de famille avec un usage, un recours aux substances de façon modérée était la démarcation qui indiquait que la semaine est finie, maintenant c'est la fin de semaine, et ensuite le lundi matin arrive et on reprend nos routines de travail. Donc maintenant, chez certaines personnes, cette démarcation-là est floue. Alors, ce qui peut laisser place à une consommation croissante durant la semaine. Alors, ce qu'on devrait faire, tu nous en parles très souvent, c'est clair que il faut une approche assez particulière pour parler avec la personne qui est dans l'excès dans sa consommation. On ne va pas aller en la stigmatisant, là, non. Il faut trouver les bonnes paroles, les bons gestes pour pouvoir l'approcher ou approcher ce problème-là. Parce que je pense que si on va direct avec la stigmatisation, on va braquer la personne et puis elle va aller encore plus loin que ce qu'elle faisait. Bien, ça pourrait avoir un effet néfaste qui n'est pas recherché. En fait, premièrement, de s'informer. S'informer, s'éduquer sur les différentes substances. Puis aussi, ce que je veux mentionner, c'est que certaines substances qui sont très légales, qui pourraient, en surconsommation, provoquer des réactions négatives. On parle de nicotine, c'est légal. L'alcool aussi, le cannabis maintenant aussi, mais aussi les médicaments qui sont prescrits, s'ils sont mal utilisés, peut avoir des effets de somnolence, de confusion, etc., au niveau de consommation. Donc, s'informer pour pouvoir alimenter nos conversations des faits. Okay? Et le Centre canadien sur la dépendance et l'utilisation des substances offre beaucoup, beaucoup d'informations accessibles à tout le monde, au grand public, pour pouvoir justement s'informer. Et là aussi, on peut voir que dans les approches pour aider une personne, le soutien familial, le soutien social est très, très, très important. Évidemment, aller chercher de l'aide auprès des professionnels de la santé qui sont experts en matière de substances, c'est très important. Puis aussi, il y a des services qui sont maintenant, ne sont plus offerts de façon face à face, mais de façon virtuelle ou téléphonique, qu'on peut aller chercher aussi, comme le centre Readerwood, qui est spécialiste en matière de substances, de dépendance et de soutien auprès des familles.
C'est très intéressant quand tu viens, tu nous apportes toujours de nouvelles ressources. Et puis, je pense que même si on ne peut pas toutes les mentionner aujourd'hui, je vais les garder pour moi, pour que plus tard, dans le courant de la semaine, je puisse les répéter. Mais ces centres-là, il y en a 3 que tu avais suggérés, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus? Bien, en fait, donc, il y a le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances qui offre aussi des liens directs à toutes sortes de groupes de soutien et de services qui existent dans la communauté. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais un, entre autres, qui est aussi partenaire avec l'Association canadienne, c'est le Centre familial et d'addiction Riderwood. Puis dernièrement, moi et mes collègues, on a découvert un beau petit bijou qui s'appelle, je ne veux pas bafouer le nom, ça s'appelle Break Free from Substance Use, qui est en fait un programme de soutien bilingue, il faut que je mentionne. Puis je vais mentionner tout de suite le site web. C'est breakfreeonline.ca. Il faut aller à .ca pour pouvoir accès aux pages tant anglophones que francophones. C'est un programme de soutien qui aide les gens, qui accompagne les gens de façon interactive par n'importe quel outil technologique, donc laptop, ordinateur, tablette, cellulaire, Android ou iPhone, qui offre de la psychoéducation, donc des formations, qui offrent des ressources aux gens. Ça offre aussi même un tableau de bord qui est très, très, très intéressant. C'est un tableau de bord qui est hautement individualisé pour que la personne puisse suivre le cours de son cheminement, de son rétablissement au fur et à mesure qu'elle reçoit du soutien. C'est ouvert 24h/7. Merci beaucoup. Et voilà, bon, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Écoute, je vais garder les 3 sites web là que je vais répéter très souvent pour que le monde soit informé que ces services-là sont encore ouverts pour eux. Excellent. Merci. Passe une bonne semaine. Bonne journée. Alors, comme je l'ai fait la promesse, je vais vous le répéter, peut-être pas à la fin de l'émission, mais aussi durant les semaines prochaines. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec un auteur des presses de l'Université d'Ottawa qui nous présentera son ouvrage « La transparence en communication ». Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec M. Chartrand, auteur de l'ouvrage « La transparence en communication ». Il est aussi spécialiste dans la planification des communications et gestion de crise. Et je pense que c'est un sujet qui va nous intéresser jusqu'à la fin de l'émission. Allô, M. Chartrand? Oui, bonjour, madame, et merci de me recevoir.
Ça me fait super plaisir. J'étais en train de dire que c'est un sujet qui allait nous intéresser parce qu'on est en plein cœur d'une gestion de crise. Et puis, il faut dire que dans votre ouvrage, j'ai vu un peu la préface, il y a 79 cas que vous avez sélectionnés pour pouvoir mettre en avant la créativité du relationniste. Oui, d'accord. C'est ça. Est-ce que vous pouvez parler un peu du choix de ces cas-là? Oui, il y a plusieurs cas parmi ces 79. Évidemment, il y a des cas classiques. La tragédie de Bhopal, par exemple, en 84, elle est importante. Elle est importante, ce cas-là, parce que ça a été une catastrophe humaine et environnementale qui a fait comprendre aux entreprises du monde l'importance de se responsabiliser au plan social et puis aussi de tenir compte de plusieurs publics autres que les actionnaires. D'autres cas classiques, mais Tchernobyl, bien sûr, la crise du verglas au Québec, France Télécom, où il y a eu plusieurs suicides d'employés à cause d'une gestion mal faite, et puis Perrier, bien sûr, et Tylenol. Il y a des cas beaucoup plus récents, Maple Leaf, puis le cas de la listériose à Toronto, le gouvernement Ford, puis les services en français en Ontario, qui est assez récent, de 2 ans passés, là. La tragédie de Lac-Mégantic, bien sûr. L'an passé, la crise politique entourant SNC-Lavalin. Volkswagen, même le Vatican, et puis les accusations de pédophilie par le clergé au Canada, puis dans plusieurs pays du monde, en fait. Le dopage de Lance Armstrong, les femmes autochtones disparues, en fait, une panoplie de cas divisés en 7-8 thèmes, si vous voulez. Je suis en train de rire ici parce que quand vous énumérez les différents cas, il faut dire que j'ai gradué en relations publiques et moi, mon cas de gestion de crise était celui de Volkswagen et j'ai compris le gros travail qu'un relationniste doit faire en temps de crise. Ça demande beaucoup de créativité parce que vous avez mentionné tantôt, il faut savoir ajuster son message pour chaque public cible et ça, c'est super important. Oui, absolument. On le voit avec la COVID-19, il y a beaucoup d'intervenants. En fait, toutes les provinces sont intervenantes, le gouvernement fédéral est intervenante. Une chose qui est importante dans une crise, lorsqu'elle frappe, elle frappe très vite, elle frappe plus fort, en fait, plus fort que l'on prévoit. Et puis, elle va durer beaucoup plus longtemps que l'on espère, en tous les cas. Alors, qu'est-ce que dans le cas qui nous concerne, la COVID-19, par exemple, comment est-ce que les gouvernements interviennent? Bien, ils interviennent d'abord en centralisant le pouvoir et puis en centralisant les communications. C'est un élément clé d'une cellule de crise, les communications. Et puis ensuite, les gouvernements vont exiger de tout le monde, de tous les citoyens, par exemple, un grand effort de solidarité pour le bien commun, bien sûr, en donnant la perception, je dis bien la perception, qu'ils agissent rapidement puis avec autorité. Et puis, qu'est-ce qu'on vise? Mais on vise justement la transparence et puis la cohérence dans le message. Le message doit être répété très souvent, puis on le voit à Québec, on le voit en Ontario, on le voit en Colombie-Britannique, on le voit au niveau fédéral. Il y a 3 messages principaux, puis c'est toujours les mêmes. Parfois, vous savez, on module parce que la crise, elle change de courant, si vous voulez. Et puis, on fait tout ça pour bien prendre soin de sécuriser une population qui est déjà fragilisée, qui est déjà anxieuse. En parlant des communicateurs, vous l'avez soulevé. Alors, que craignent les communicateurs qui donnent des conseils aux personnes en autorité? Bien, la chose la plus importante que l'on craint, c'est la dérive des faits. Il faut être cohérent tout le temps. Et puis, s'il y a une dérive ou une tergiversation dans le message, par exemple, un message improvisé ou une indication mal placée, mais ça risque de créer des conflits avec d'autres intervenants. Et puis, ces conflits-là vont commencer à brimer la confiance du public. Là, vous avez mentionné plusieurs aspects et le thème ou le titre de votre ouvrage, c'est la transparence en communication. Je pense que la transparence, c'est l'un des piliers principaux d'une bonne communication, surtout en gestion de crise. Mais selon vous, quel autre principe devrait s'appliquer en gestion de crise? Mais la transparence, c'est qu'aujourd'hui, la sphère publique, là, c'est plus réservé à l'élite. Tout le monde surveille, tout le monde analyse, tout le monde scrute. C'est pas juste la propriété des médias, les groupes d'intérêt le font, les citoyens, puis bien sûr la position des partis politiques. Donc à tous les niveaux. Alors,
On évolue aussi dans une communication qui est devenue horizontale, où les intervenants se trouvent tous sur la même plateforme. Une plateforme qui est uniforme pour la création, pour la transmission, pour la rétroaction de l'information. Alors, une entreprise qui n'est pas transparente lorsqu'elle est interpellée, et surtout dans une situation de crise, mais elle risque de se faire prendre, si vous voulez, de se faire entourlouper par ceux et celles qui vont dévoiler pour eux, pour l'entreprise, pour les gouvernements, des flous, des nuances, des propos cachetiers, ce qui va mener justement à des pertes. Une perte de confiance, une perte de crédibilité, une perte de clientèle, une perte de marque. Alors, il faut tenir compte de ça. Alors, la transparence, c'est important. La clairvoyance, ce n'est un autre. Il faut pouvoir quasiment, pour prévenir, il faut anticiper le prochain élément qui peut perturber la crise. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Mais on fait ça par la surveillance. Alors, la clairvoyance se fait justement par une analyse de ce qui se dit, par analyse de ce qui s'interprète, par l'analyse de ce qui se contredit. Et on essaie de faire la part des choses dans tout ça pour déceler justement les nuances et puis rajuster le tir. Ça, c'est super important, transparence aussi, et puis centralisation, vous avez mentionné. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la communication, la gestion de crise de tous les différents paliers de gouvernement? C'est vrai qu'ils ont le même message, chacun le transmet à sa population de la manière qu'il trouve nécessaire, surtout par rapport à son public cible. Mais aussi, si on parlait de l'attitude, en fait, dans la transmission du message. L'attitude, le comportement, vous voulez dire des personnes, des personnes en autorité? Oui. Ben, exactement. Vous voyez, je ne veux pas être critique, c'est pas vraiment un bon temps d'être trop critique, mais ce que j'observe, bon, évidemment, tous les premiers ministres, par exemple, des provinces se comportent différemment. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, comme le premier ministre Ford et son entourage, sont très, comment je dirais, il se comporte avec beaucoup de droiture. Au Québec, au tout début, ça a été un peu plus relax, mais on voit maintenant là, que, vous savez, les moments de bonnes nouvelles, il n'y en a plus. On s'est fait prendre avec la crise dans les CHSLD. La constance que l'on voit, selon ce que j'observe, c'est au niveau fédéral. Le premier ministre, c'est vraiment une formule là, qui est vraiment constante, qui revient tous les jours. Il n'y a pas de pause. Il y a une pause à part, et c'est tout. Mais c'est toujours très sérieux. On dévoile de l'information à mesure qu'on en a besoin, à mesure que le public peut le digérer, en fait, de programme, par exemple, d'assistance. Le message devient toujours le même, la distanciation physique, le lavage des mains, rester à la maison, puis on a ajouté récemment l'importance d'être patient, de ne pas sauter tout de suite à une conclusion qui précipiterait, par exemple, un déconfinement parce que ça pourrait déranger tous les acquis qu'on avait jusqu'à là. Monsieur Chartrand, c'est vraiment très intéressant ce que vous mentionnez parce que veut pas chacun des différents gouvernements à son attitude, à son approche par rapport à la chose. Mais comme vous l'avez mentionné, vous mentionnez même dans votre ouvrage, je l'ai pas lu mais j'ai vu les différents points. La transparence reste franchement la seule bonne affaire, je dirais, à gérer dans une gestion de crise. Faut pas tergiverser, faut aller de manière transparente pour pouvoir garder son public cible. Oui, absolument. Alors, c'est ce qu'on retient, par exemple, de ce principe, c'est que la transparence va se révéler une sauvegarde. Elle va protéger à la fois la marque, la gestion, la popularité d'un chef d'État, par exemple, les publics d'un organisme. Elle va écarter les rumeurs. Elle va aider à colmater les brèches potentielles en réagissant rapidement. Et puis, en fin de compte, elle peut mettre fin plus rapidement à un incident, à une crise, comme laquelle que l'on vit depuis, mon Dieu, plus d'un mois maintenant. Donc, la transparence avait à bien meilleur goût. Merci beaucoup, M. Chartrand. La date de parution de votre ouvrage, c'est pour le 12 août et peut-être qu'on va vous avoir sur l'émission pour en parler. Bonne journée à vous. Et bonne journée à vous. Merci encore.
Alors, malheureusement, le livre n'est pas encore paru. Sinon, je vous aurais invité à visiter le site web des presses de l'Université d'Ottawa. Mais je pourrais toujours le faire. Vous pouvez visiter leur site web qui s'affiche à l'écran parce que dès que ça va apparaître en nous, vous serez les premiers à le savoir. Avant qu'on ne parte à la pause, j'aimerais mentionner un site web que Dania Versailles de l'Association canadienne de la santé mentale a mentionné durant notre entrevue tout à l'heure, qui est importante pour ceux qui pensent avoir des problèmes de dépendance, www.ccsa.ca pour avoir plus d'informations. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'ai mentionné en début d'émission. Demain, la 2e croisée des mots virtuels avec Véronique Sylvain, une amie de notre émission Entre nous, qui travaille aux éditions David, mais elle a fait paraître un recueil de poésie, premier quart. Et demain, à partir de 17h30, elle sera l'invitée de la croisée des mots virtuels. Vous aurez l'occasion de lui parler, de lui poser des questions, de lui poser plein d'affaires sur elle-même. Donc, si vous êtes intéressé, www.aaof.ca, c'est le site web à visiter pour prendre votre place pour la croisée des mots virtuels. Des sites web que je vais vous mentionner encore une fois, le www.ccsa.ca, c'est le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances dont Dania Versailles nous a parlé. Ils ont encore un soutien téléphonique qu'ils offrent. Vous pouvez aller les visiter. Et aussi le Centre familial et d'addiction Ridewood, donc www.ridewood.org, c'est leur site web. Si vous avez besoin d'un quelconque soutien téléphonique, vous êtes invité à aller visiter ce site web-là. Et le tout dernier, c'est le www.brickfreeonline.com, encore une fois, pour vous permettre d'avoir un soutien téléphonique. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Very good. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be.
I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.